l'expérimentation chez Henri Lefebvre, notamment à partir des textes que j'ai beaucoup étudiés, qui sont des textes sur la rite-analyse. Donc je vais en parler un petit peu. Et je pense aussi que son nom est ressorti plusieurs fois pendant la journée. C'est sans doute un effet 50 ans du droit à la ville et le fait qu'on en parle beaucoup, mais je trouve que justement on a parlé de la nécessité d'avoir un recul historique par rapport à des pensées qui ont déjà eu lieu. Finalement, effectivement, quand on voit la filiation entre les collectifs d'architectes actuels et toutes ces pensées qui se sont développées dans les années 70, et ce que je trouve intéressant, c'est que la tension qui était présente, enfin, il y avait déjà une tension, en fait, entre le désir d'expérimentation qui amène l'imagination, qui amène l'ouverture des possibles, etc. Et la nécessité d'avoir une pensée critique des processus de production de l'espace. Et ces deux choses sont en tension, chez Lefebvre également. Et donc, aujourd'hui, je pensais vous parler d'expérimentation que je fais en ce moment autour d'ateliers d'écriture. Mais du coup, en écoutant les interventions pendant la journée, ça m'a donné envie de revenir sur ce point-là. Donc, je vais un petit peu improviser parce que j'ai bricolé pendant la journée pour essayer justement de parler de cette tension entre expérimentation et critique urbaine chez Henri Lefebvre. Et donc peut-être que déjà je vais resituer un petit peu quelques éléments pour aborder sa pensée, vu que ici il y a des gens qui le connaissent très bien, mais en particulier pour les nouvelles générations, pendant longtemps sa pensée a plus été étudiée, et on est dans une période de redécouverte et aussi de redécouverte d'un héritage de la pensée critique actuellement. Donc le point de départ d'Henri Lefebvre, il n'est pas du tout architecte, il n'est pas du tout urbaniste. Au départ, c'est un philosophe. Donc il est né en 1901 et dans les années 20, il fréquente les milieux littéraires, les milieux philosophes, et il découvre la pensée de Marx en même temps que certains autres mouvements comme les surréalistes. Et donc très vite, il y a la confrontation à un marxisme officiel qui se met en place avec l'idée que la révolution qui était l'aboutissement pour Marx qui était un objectif, l'objectif de la pensée. Cette révolution, elle devait d'abord concerner la vie quotidienne des gens et pas simplement la prise de pouvoir politique au sens d'un appareil d'État et d'être propriétaire des moyens de production. Et donc, c'est un motif qui s'est développé dans toute la pensée du XXe siècle, mais c'est une révolution comme transformation de la vie quotidienne. Elle a aussi amené en fait à développer sa sociologie critique, parce que qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne, quelles sont ses structures, comment est-ce qu'on peut l'étudier. Donc l'objectif de la théorie critique, c'était d'étudier ces formes de la conscience qui sont présentes dans des pratiques humaines, dans des institutions, comme des formes concrètes de modes de vie et de modes d'existence des êtres humains. Et donc la théorie critique, c'était une théorie de la praxis, ce qu'on appelle la pratique sociale,
et l'objectif était de l'exposer avec l'aide de la théorie de l'aliénation chez Marx. Donc c'est une base, on va dire, conceptuelle qui n'est pas forcément celle des praticiens aujourd'hui, mais je trouve que c'est important de la rappeler. Et à partir de là, il y a le développement de la sociologie critique dans les années 50, enfin, au sortir de la guerre, à partir d'un ouvrage qui a vraiment nourri toute cette génération de théorie critique, qui est la critique de la vie quotidienne par Henri Lefebvre. Et qui pose déjà d'emblée un projet d'une étude pluridisciplinaire de la vie sociale, avec toujours l'objectif en fait de comprendre pour transformer, parce que il y avait toujours cet objectif de la révolution. Et donc ça, c'est important de le comprendre, parce que finalement, c'est ce qui fait à mon avis que cette notion de pratique sociale, aujourd'hui, elle est devenue banale. Enfin, la sociologie, elle étudie la pratique sociale, la géographie, elle l'observe, mais elle n'est plus forcément impliquée dans une volonté de la transformer. Et ce qui était recherché par Lefebvre et cette génération-là, c'était de transformer la pratique sociale. D'ailleurs, il parle d'une pensée-acte. Alors, moi, comme philosophe, je rattache plutôt ça à une forme de mysticisme. Mais il imagine en fait de produire une pensée-acte qui puisse transformer la vie quotidienne. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir des nouvelles possibilités pour des styles de vie qui sont considérés de manière collective. Et au départ, il n'investit pas, c'est un autre point qui est important, c'est qu'au départ, il n'investit pas forcément la ville d'emblée. Au départ, c'est un penseur de la sociologie rurale. Mais il se trouve confronté à l'explosion urbaine, et bon, je vais pas redévelopper toutes ces thèses sur le processus d'urbanisation et le fait qu'on est arrivé à une société urbaine, parce que ça finalement aujourd'hui c'est une sorte de base sur laquelle est fondée la discipline. Mais il s'est inscrit, il s'est inscrit dans. C'est comme ça qu'il en arrive à l'étude de la vie. Donc, là-dedans, dans cette étude des temporalités et des espaces sociaux, dans l'étude de la production de l'espace, il y a l'idée que transformer la ville, c'est offre la possibilité de transformer la vie. Et donc c'est cette théorie critique qui est connue chez Lefebvre. Maintenant, je voulais juste passer au fameux texte sur la rythme-analyse dont je voulais parler au départ. Parce que en fait, Lefebvre n'a pas du tout le même. En premier abord, on ne comprend pas trop quel est l'objectif de cette rythme-analyse. Il nous parle d'étudier les rythmes finalement qui fonderaient les temporalités et les spatialités, c'est-à-dire que tout notre environnement est fait de répétitions et de différences par rapport à ces répétitions. Et donc, étudier les rythmes, ça serait étudier les modalités concrètes du temps social.
Donc ce projet de rythme analyse, en fait, il l'avait dès les années 50, le début des années 50, et c'était une manière d'étudier le temps social produit parallèlement à un autre projet qui est l'étude de l'espace social, mais il ne l'a finalement pas autant développé que son travail sur la production de l'espace. Et donc donc il revient à ces éléments de rythme analyse plutôt à la fin de sa vie. Et je voulais vous lire un petit passage. Où il nous décrit en fait qu'est-ce que ça voudrait dire de pratiquer la rythme analyse. Comment est-ce qu'on se rend sensible au rythme, comment on peut les analyser. Il nous dit le rythme analyste fait appel à tous ses sens. Il se sert comme repère de sa respiration, de la circulation de son sang et des battements de son cœur, du débit de sa parole, sans privilégier au détriment d'une autre telle ou telle de ses sensations érigées par lui en perception des rythmes. Il pense avec son corps, non dans l'abstrait, mais dans la temporalité vécue. Il ne néglige donc pas, mais ne serait-ce pas une question débordant l'individuel tenant au milieu à l'environnement, il ne néglige surtout pas l'odorat, les senteurs, les impressions si fortes chez beaucoup d'êtres vivants que la société atrophie, neutralise pour arriver à l'incolore, l'inodore, l'insensible. Donc il nous parle de tout un processus en fait par lequel on apprendrait les rythmes à partir finalement l'expérience de son propre corps, de ses propres rythmes, et à partir de là on pourrait petit à petit avoir une perception de l'environnement. Donc j'imagine que le rythme analyste le rythme analyste se met dans une position d'expérimenter en fait les rythmes. Et il y a cette ambition en fait d'arriver par l'expérience au concret. Quand on parle de concret, en termes lefévriens, c'était l'aboutissement d'une pensée dialectique en fait. Donc c'est pas le concret dans la pratique quotidienne, c'est le concret comme la somme du savoir auquel doit aboutir le dialecticien. Donc c'est un enjeu qui paraît assez démesuré par rapport à la méthode qui est proposée. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se poser la question de la place, finalement, de retour d'une forme d'utopie expérimentale dans ce projet de rythme analyse. Il a toujours finalement cette place de l'expérimentation qui l'anime. Sauf que cette place de l'expérimentation, si on retourne en arrière dans sa carrière, il a déjà été confronté finalement à ces expérimentations, notamment avec l'international situationniste, avec la psychogéographie, etc. Et il l'avait délaissé parce que pour lui, finalement, les résultats en fait, de ces pratiques-là ne peuvent pas aboutir aux résultats escomptés en fait. Il avait en quelque sorte pris acte d'un échec des utopies expérimentales. Alors utopie expérimentale, c'est pas moi qui ai inventé le terme, en fait c'est le terme qu'il emploie pour désigner la pratique de l'international situationniste. Il dit la psychogéographie finalement c'est une manière de vivre une utopie à titre expérimental. Et donc ça nous ramène finalement à cette rencontre qu'il a eue avec les membres de l'international situationniste à la fin des années 50.
Et cette rencontre, elle se fait à partir de l'idée que la ville serait une œuvre, finalement, parce que pour l'international situationniste, finalement, il ne s'agit plus de produire des œuvres d'art. C'est quelque chose qui est vain, qui ne doit plus être l'objectif de la pratique artistique. Mais il faut transformer sa propre vie quotidienne, et donc c'est à partir donc de cette l'international situationniste, elle est issue aussi des surréalistes, donc c'est toujours cette même branche de la pensée européenne qui est présente. Il développe cette idée que finalement leur activité, leur intervention, leur activité artistique consistera en des interventions qui seront faites de manière expérimentale. À ce moment-là, il y a le thème de la fête qui apparaît également, c'est-à-dire que la ville comme fête, c'est l'objet de cette production d'un style de vie, une vie comme œuvre d'art. Et donc c'est à la fois une intervention artistique et une intervention politique. Pour le faire, en fait, à cette époque-là, il parle de cette branche comme l'émergence d'un romantisme révolutionnaire. C'est-à-dire que oui, en fait, finalement, on peut lire cette volonté d'intervention sur le style de vie comme un romantisme, c'est-à-dire une manière de se rapporter à un passé pour y découvrir des possibilités pour transformer la vie humaine. Et donc pour lui, il faut renouveler ce romantisme révolutionnaire pour recréer les villes, parce qu'il est en train de voir la dislocation des villes, les villes qui sont en train de se moderniser. Donc l'art de construire des villes, c'est l'art de construire des situations à partir de ce style de vie. Voilà, donc c'est assez finalement assez éclairant de revenir à ce passage-là, de l'histoire des idées, en fait, pour se rendre compte que cette ouverture vers l'expérimentation, elle est toujours présente, et que finalement, elle allait de pair avec la critique, avec la critique de la production de la ville, même si elle aboutissait pas forcément à la révolution, bien sûr. Mais que finalement on peut difficilement opposer les deux, en fait, et donc je trouve que ces textes sur la rythme-analyse, où après il y a aussi des choses très très riches sur toute la pensée des rythmes, comme
étant ce qui permet de décrire la relation de l'individu, enfin, du corps vivant à son espace, dans sa relation aux autres et dans sa relation à soi-même. En fait, c'est une manière de renouveler cette utopie. Il nous donne des esquisses en fait, de pistes pour imaginer, des utopies présentes. Voilà, vu que je suis à peu près dans le temps. J'ai essayé du coup de refaire le cheminement global en accéléré. Et j'imagine que c'est mieux que je réponde à des questions. Merci.